Lors de l'anniversaire de ma grand-mère, mon neveu de 14 ans a versé du coca sur mes genoux, et a crié « Tu n'as rien à faire ici ». Ma famille a ri. Je n'ai pas pleuré, et je n'ai pas supplié. Cette nuit-là, j'ai retiré mon nom de la ligne de crédit de mon frère. 2 semaines plus tard, tout son empire a commencé à s'effondrer. Je m'appelle Rachel. Pendant la majeure partie de ma vie au sein de ma famille, j'ai été la parente pauvre, l'adulte supplémentaire toujours bien pratique, le distributeur de billets de secours, la personne que l'on appelle quand on a besoin d'une signature, d'une babysitter, ou de quelqu'un pour écouter vos plaintes. Concernant le stress de vivre dans un appartement de 4 pièces, que vous n'avez même pas payé. Nous vivons dans l'Ohio, dans une ville de taille moyenne où tout le monde se mêle des affaires des autres, surtout si ces affaires impliquent des drames. Mon frère aîné, Mike Miller, est l'enfant chéri, ou comme disait mon père, le projet qui ne se termine jamais. Ma mère vénère le fils de Mike, Tyler. Il a 14 ans, il est surdoué, spécial, presque un génie, si l'on en croit ma grand-mère, et elle le proclame haut et fort. Moi, je gère une petite boutique, dans un centre commercial à ciel ouvert. Je vends des vêtements, des bijoux, et un peu de décoration d'intérieur. Rien de très sophistiqué, juste un travail honnête. Moi aussi, j'ai eu une fille, autrefois. 6 mois en oncologie pédiatrique, des nuits entières passées sur une chaise en plastique, l'espoir et la terreur s'échangeant les rôles à chaque heure, puis un enterrement, et enfin, une chambre vide. Après cela, j'ai erré dans un brouillard total. Les gens me disaient que Dieu reprenait les meilleurs, et que je devais me dépêcher de faire un autre bébé. Seule une poignée de proches se sont simplement assis avec moi, en silence, m'ont apporté de la soupe, et n'ont pas essayé de réparer quoi que ce soit. Cela, je m'en souviens. Tous les autres, je m'en souviens pour des raisons bien différentes. Environ 6 mois après l'enterrement, Mike est venu me voir avec des papiers. Ra, j'ai juste besoin que tu co-signes une ligne de crédit commercial. Il a dit, le magasin est sur le point de décoller. Maman est inquiète. Tu sais comment elle est. Aide-moi juste à lancer ça, et je m'occuperai du reste. Je n'ai pas lu les formulaires. J'ai simplement signé, là où le directeur de la banque pointait son doigt. Je voulais juste qu'il sorte de mon appartement, pour pouvoir retourner à mon deuil, en paix. Je n'avais pas réalisé que je venais de lui offrir un filet de sécurité chargé à bloc, avec mon nom attaché dessus. Pendant plus d'1 an, j'ai payé à temps, ou plutôt, Mike a payé à temps, avec mon crédit qui soutenait tout l'édifice. Maman m'appelait la bonne sœur, quand cela l'arrangeait. Le reste du temps, lors des dîners de famille, j'étais celle dont on se moquait, Rachel et sa petite boutique. Les anniversaires de grand-mère Gail s'étaient transformés en spectacle solo, avec Tyler dans le rôle principal. Il y avait plus d'attention sur lui, que sur elle ou sur ses gâteaux de supermarché réunis. D'habitude, je me pointais, je remettais un cadeau, je survivais au bavardage de rigueur, et je m'échappais dès que c'était socialement acceptable. Cette année, l'invitation en elle-même m'a paru étrange. Rachel, ma chérie, tu dois venir roucouler ma mère au téléphone. Tyler n'arrête pas de demander si tu seras là. Cela seul aurait dû me pousser à prétexter une grippe. Tyler ne se souvenait de mon existence que lorsqu'il voulait quelque chose. La dernière fois qu'il s'était montré particulièrement adorable, il avait passé une soirée entière à complimenter ma cuisine, puis avait laissé entendre, de manière très appuyée, à quel point ce serait cool d'avoir une chaise de gamer. Je l'avais achetée. 2 semaines plus tard, l'enfant d'un cousin m'a raconté que Tyler se vantait dans la cour, en disant que j'avais essayé d'être mère et que j'avais échoué, ce sont ses mots exacts. Quand je m'en suis plainte à Mike, il a haussé les épaules. C'est la crise d'adolescence, il teste les limites. Donc, non, je ne m'attendais pas à un accueil chaleureux, mais j'y suis quand même allé, car malgré tout, je continuais à faire acte de présence. Quand je suis arrivé au condo de 4 pièces de Mike et Olivia, l'endroit était un véritable chaos. Des ballons, 2 gâteaux achetés en magasin, décorés de roses en glaçage, et des cadeaux à moitié ouverts traînaient partout. Tyler tenait sa cour devant une fille, se vantant que sa grand-mère allait lui acheter une voiture, pour ses 16 ans. Ma mère riait, comme s'il venait de faire du stand-up à la télévision nationale. Personne n'a remarqué que j'étais entré. J'ai dû tousser bruyamment, et faire un signe de la main, avant que quelqu'un ne pointe du doigt, sans aucun enthousiasme, une chaise vide. Mon cadeau, un collier de perles ambrées que j'avais mis 1 heure à choisir,
est resté dans sa boîte toute la soirée, sans être ouvert. Maman était trop occupée à raconter, à quiconque voulait l'entendre, comment le professeur principal de Tyler voulait le transférer dans un programme spécial pour surdoués. Pas juste intelligent, pratiquement un génie, tu sais. Personne ne m'a demandé comment allait mon magasin. Personne n'a mentionné la foire caritative que j'avais organisée au centre commercial, 2 semaines plus tôt. Nous avions récolté assez d'argent pour couvrir un mois de séances de thérapie, pour les parents du service d'oncologie pédiatrique, mais pour eux, je n'étais qu'un espace vide. Un contraste bien pratique, qu'il suffisait de pointer du doigt, juste pour se sentir supérieur. Ils m'ont assise entre 2 inconnus. L'un des hommes avait une canette de bière dans chaque main. L'autre a fait tomber sa fourchette, a pris la mienne sans demander, et a continué à manger. J'ai laissé couler. Je laissais couler les choses depuis des années. Et puis, Tyler s'est levé de table, avec un grand verre plein de coca. Il a marché vers moi, comme s'il ne faisait que passer, et m'a regardé droit dans les yeux. « Grand-mère dit qu'il n'y a pas de place pour toi, ici » a-t-il crié. Puis, il a versé tout le verre sur mes genoux. Le soda froid et sirupeux a imbibé ma jupe. Mes jambes sont devenues collantes en quelques secondes. La table a explosé de rire. Ma mère s'est tournée vers son ami, et a dit quelque chose comme « Tyler dit juste ce qu'il pense vraiment ». Mike a carrément applaudi. J'ai tamponné mes jambes avec des serviettes, pendant qu'il riait de plus belle. J'ai souri, calme, aucune réaction, pas de scandale. Je suis resté assise là, comme si je ne me sentais pas du tout humilié. Après des mois passés dans un hôpital, à tenir ma fille pendant qu'elle s'éteignait, après avoir regardé les moniteurs afficher une ligne plate, et après avoir emballé de minuscules vêtements qui ne seraient plus jamais portés, une cascade d'adolescents avec du coca me paraissait tellement stupide. Tellement insignifiante. Et c'est exactement pour cela que ce fut la goutte d'eau de trop, car il connaissait mon chagrin. Et même en sachant cela, il me voyait toujours comme une cible, un accessoire pour leurs blagues. Quelque chose a basculé en moi. Pas de la colère, ni même de la rage, juste une clarté cristalline. Il ne voulait pas de moi ici. Il n'en avait jamais voulu. Et maintenant, il l'avait formulé si clairement, que même moi, je ne pouvais plus faire semblant. J'ai attendu 5 minutes de plus, je me suis excusé poliment, en disant que je devais partir tôt. Pas de drame. J'ai conduit jusqu'à chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et je me suis souvenu de la ligne de crédit que j'avais co-signée pour mon frère. Cette nuit-là, j'ai envoyé un email à la banque, j'ai révoqué ma garantie, et j'ai demandé à ce que mon nom soit retiré de sa ligne de crédit. Le système a gelé ses comptes automatiquement. Mike l'a découvert le lendemain matin, quand la banque a appelé. Et à 7h45 tapante, une dépanneuse stationnait sous la fenêtre de leur chambre, pour emporter la Camry qu'il avait prise en leasing, 3 mois plus tôt, là aussi avec mon nom sur le contrat. À 8h précises, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert pour trouver Mike sur mon porche, avec ce mélange familier de fausse inquiétude et de vraie panique, que j'avais vu à chaque fois qu'il faisait exploser sa propre vie. Seulement, cette fois, maman n'était pas à côté de lui avec un chèque de secours, et je n'étais pas d'humeur à faire semblant que tout allait se résoudre par magie. Il n'a même pas dit bonjour. Tu dois réparer ça, tout de suite. Pas de bonjour. Aucune mention du coca. Pas la moindre allusion au fait que toute la table s'était moquée de moi, comme si j'étais un clown engagé pour l'occasion. Il m'a mis une pile de papier sous le nez. Ils ont gelé la ligne. La banque dit que le garant s'est retiré. Si je ne trouve personne d'autre, tout s'effondre. Je ne peux pas payer le bail au centre commercial Westview. Les cartes de crédit sont au maximum. Je ne peux plus payer mes employés. L'assurance maladie de maman arrive à expiration. Et la cotisation du club de foot de Tyler doit être payée la semaine prochaine. J'ai appuyé mon épaule contre l'encadrement de la porte. Je n'ai pas dit un mot. Sa voix a changé. Elle est devenue plus tranchante. Tu fais ça pour une blague stupide? Sérieusement, Rachel? Voilà. Ce n'était ni de la cruauté, ni de l'humiliation, juste une blague stupide. Je lui ai fermé la porte au nez. 5 minutes plus tard, mon téléphone s'est illuminé comme une machine à sous. D'abord Mike, puis sa femme Olivia, puis maman, de la culpabilisation, de la confusion, des menaces. Chacun a essayé son angle préféré.
Tyler m'a envoyé une vidéo parodique, un influenceur qui faisait semblant de pleurer de façon dramatique. Pas de texte, juste la vidéo. Le soir même, une nouvelle surprise m'attendait sur le parking. J'étais resté tard à la boutique pour faire l'inventaire. Quand je suis enfin sorti, il faisait sombre et calme. Il n'y avait que ma voiture sous le lampadaire, et quelques poubelles. Les clés dans une main, mon sac de course dans l'autre. Ma voiture avait l'air bizarre. Les deux côtés étaient rayés avec des clés, jusqu'au métal. Le rétroviseur latéral gisait sur le trottoir. La vitre arrière n'était plus qu'une toile d'araignée de fissure, frappée avec quelque chose de lourd. Je suis resté planté là, à scruter le parking vide. Personne aux alentours. Juste le silence, et cette sensation étrange, comme si l'air lui-même attendait que j'explose. Je n'ai pas appelé Mike. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, et je ne me suis pas effondré. Je suis retourné dans la boutique, j'ai ouvert les images de vidéosurveillance, et j'ai fait retour en arrière. Ils étaient là. Tyler et un de ses potes, les capuches relevées, riant à gorge déployée. L'un d'eux filmait avec son téléphone. Tyler s'approchant de ma voiture, taguant Louzé en rouge sur le côté, et prenant la pose comme s'il venait de sortir un album de rap. En guise de grand final, il a donné un coup de pied dans un pot de fleurs, sur les marches de la boutique. Je n'ai même pas scié. J'ai appelé la seule personne saine d'esprit de notre famille de serpents, mon oncle Ron. Il a accouru en voiture, comme si le bâtiment était en feu. Nous avons regardé la vidéo ensemble, dans l'arrière-boutique. Quand elle s'est terminée, il s'est adossé à sa chaise, m'a regardé, et a dit « Appelle la police ». Aucune discussion. Il est resté pendant que je faisais ma déposition. L'officier de patrouille était poli, mais minutieux. Ce n'est pas la première plainte concernant Tyler Miller, a-t-il dit, en faisant défiler les pages sur sa tablette. Nous avons eu des rapports de l'école, des dégradations de biens, des intrusions. Jusqu'à présent, il a échappé à toute véritable conséquence. Avec cette vidéo, ça va être plus difficile. Le lendemain matin, Mike s'est pointé à nouveau. Cette fois, il n'a pas essayé la porte d'entrée. Il faisait les 100 pas sur le trottoir, de l'autre côté de la rue, le téléphone collé à l'oreille, m'appelant en boucle, tout en creusant un sillon dans mon quartier. Quand il a fini par comprendre que je ne sortirais pas, il a commencé à crier. Je n'ai pas pu saisir chaque mot à travers la fenêtre, mais quelques-uns sont remontés très clairement. Traîtresse. Sans cœur. Tu vas le regretter. Plus tard, maman a laissé un message vocal. Sa voix était tendue et larmoyante, comme si elle passait une audition pour un feuilleton télévisé. Je ne sais pas ce qui t'a pris, Rachel. Faire un tel scandale pour de l'argent. Tu vas vraiment détruire notre famille, pour une farce enfantine? Ils ne comprenaient toujours pas. Aucun d'entre eux. Ce n'était pas une question de coca, ni de verre brisé, ni même d'argent. C'était le résultat d'années à être traités comme la parente pauvre, qu'ils toléraient sans l'aimer, qu'ils utilisaient sans l'estimer. Lentement poussés vers la sortie, jusqu'à n'être plus que la chaise supplémentaire dans le coin de la pièce. Ils pensaient que si elle n'explosait pas, c'est qu'elle ne remarquait rien. Ils pensaient que j'allais plier. Au lieu de cela, j'ai regardé leur petit monde parfait commencer à se fissurer, et je venais tout juste de commencer. Quelques jours plus tard, des accusations officielles ont été portées. Vandalisme, méfaits criminels, intrusion. Comme Tyler avait moins de 16 ans, un officier de la jeunesse a été impliqué. Mike et Olivia ont été convoqués au poste. Avec la vidéo, il n'y avait pas grand-chose à nier. Tout était là. Les petits sourires en coin, la peinture en bombe, les poses pour la caméra. Je ne me sentais pas triomphante. Je n'avais pas l'impression d'avoir gagné. J'ai ouvert mon magasin comme n'importe quel autre jour, j'ai balayé la poussière de ciment sur les marches, et je suis retourné au travail. Le téléphone a commencé à vibrer. Des clients m'ont raconté que Mike faisait le tour du quartier, disant que j'avais falsifié la vidéo, que j'avais tout édité pour piéger son gentil garçon. Ma mère a rendu visite à l'un de mes fournisseurs, pour le prévenir que mes nerfs recommençaient à lâcher, comme après la tragédie avec ma fille. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. À la place, je me suis assise, et j'ai fait la liste de chaque fil qui nous reliait, de chaque faveur stupide et de chaque signature que j'avais distribuée comme des confettis.
La liste était plus longue que je ne l'avais imaginé. Après la ligne de crédit pour son magasin principal, il y avait la sous-location du kiosque d'Olivia, au centre commercial de Riverfront Plaza, en centre-ville. J'étais garante là aussi. Ensuite, il y avait les comptes marchands pour sa boutique en ligne sur Amazon, le système de caisse, le traitement des paiements, de petites affaires annexes que j'avais à peine remarquées à l'époque, et qui étaient toutes à mon nom. Mon erreur. J'avais trop donné, j'avais fait confiance trop facilement. Maintenant, je reprenais tout. À la fin de la semaine, j'avais rompu le moindre lien financier, annulé les comptes marchands, révoqué les procurations, et envoyé des lettres à l'IRS ainsi qu'au Bureau des impôts de l'État, en demandant que mes informations soient retirées de tout registre commercial, lié à leur société. Ils ne pouvaient plus accepter un seul paiement, sans passer par des audits auxquels ils n'étaient pas préparés. Méthodique, froide, efficace. La boutique Amazon d'Olivia a été suspendue dans les 48 heures. Le centre commercial a résilié la sous-location de Mike. Un avis bienvoyant a été affiché sur le kiosque, fermé. Bail résilié. Mike a appelé sans arrêt. Il a laissé des messages vocaux, passant de la supplication aux menaces, à une vitesse fulgurante. À la fin, il pleurait presque. Maman a appelé, elle aussi. Un ton très différent. Tu es en train de détruire cette famille. Ton père n'aurait jamais voulu ça. C'était ironique. Papa était le seul qui m'avait toujours traité comme une personne, au lieu d'un plan de secours. Et c'est là que j'ai compris. Ils pensaient que tout ce qu'ils avaient construit leur appartenait. Que j'avais de la chance d'être simplement dans les parages. La vérité, c'est que tout reposait sur moi. Mes efforts, ma signature, ma réputation, mes risques. Ils ne l'avaient jamais valorisé, car le reconnaître aurait signifié admettre que j'avais du pouvoir. Et ils détestaient l'idée que je détienne quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Alors, ils ont pété les plombs. Une nuit, je suis rentré tard. La vitrine de la boutique était à nouveau brisée. Cette fois, ils n'avaient même pas essayé de se cacher. Sur le sol, gisait une brique, avec un mot attaché par un élastique. Une seule phrase, gribouillée en majuscules, tu mourras seul. Je n'ai pas eu peur. Je ne me suis même pas mis en colère. J'ai ramassé la brique, j'ai épinglé le mot sur le tableau d'affichage de l'arrière-boutique, et j'ai rappelé l'oncle Ron. Dès le matin, il était de retour, avec un avocat. Les poursuites pénales, c'est bien, a dit l'avocat. Mais nous allons aussi déposer une plainte au civil, préjudice moral, perte de revenus, dommages matériels, tout ce que nous pouvons documenter. Et nous pouvons documenter beaucoup de choses. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas hésité. Ce n'était plus une histoire de fête d'anniversaire, de coca ou de verre brisé, désormais. Il s'agissait de tracer une ligne, épaisse et définitive. Il n'était plus de la famille, juste des gens qui se trouvaient partager mon nom de famille. L'audience pour mineurs de Tyler a été programmée en premier, puis les dates pour le procès plus important contre Mike et Olivia, pour dommages, fraude, et tout ce que leur désordre avait entraîné dans son sillage. Je pensais qu'ils allaient paniquer silencieusement, et enfin se taire. Faux. Tard une nuit, mon téléphone a vibré, un message vocal d'un numéro inconnu. J'ai failli le supprimer. Sûrement un spam, mais quelque chose m'a poussé à l'écouter. Une jeune voix tremblante a dit « Bonjour, je m'appelle Anna. Je travaillais pour votre frère au kiosque du centre commercial, celui qui a fermé. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais quand reniflement j'ai entendu parler de l'affaire au tribunal, certaines choses ont fait tilt. » Elle avait surpris une conversation entre Mike et Olivia, quelques semaines plus tôt. Ils prévoyaient de me faire passer pour folle, pour que personne ne me prenne au sérieux. Ils parlaient de casser une autre vitrine, pour me pousser à bout. Je ne comprenais pas sur le coup, a-t-elle dit. Maintenant, je comprends. J'ai encore nos messages. Il m'a demandé d'acheter de la peinture en bombe, et de lui envoyer les reçus. Je suis fatigué de me taire. Je l'ai rappelé immédiatement. Sa voix tremblait, mais elle n'a pas reculé. Je lui ai donné les coordonnées de mon avocat. Elle a envoyé des captures d'écran de tout. Cette même nuit, une autre femme m'a envoyé un message. Elle avait aidé Olivia avec la boutique en ligne. Elle avait vu de fausses factures établies à mon nom, utilisées pour obtenir de meilleures conditions de paiement auprès des fournisseurs, comme si j'étais copropriétaire,
ce qui n'était pas le cas. Ils avaient même traité un faux retour une fois, affirmant qu'une reniflement cargaison était défectueuse, pour obtenir un remboursement, en utilisant ma bonne réputation. J'ai tout transféré à l'oncle Ron avant le matin. Ce qui avait commencé comme un simple vandalisme s'était transformé en une véritable affaire d'envergure. Fraude, falsification, utilisation illégale de données personnelles. L'avocat a mis à jour nos plaintes en quelques heures. Il n'était pas prêt. Je me suis dit, d'accord, maintenant ils vont réaliser qu'ils sont allés trop loin. Ils vont ramper, s'excuser, et disparaître de ma vie. Bien sûr que non. Au lieu de cela, tard dans la soirée, j'ai entendu du bruit en bas, et j'ai vérifié la caméra du bâtiment, depuis une application sur mon téléphone. Mike, Olivia et ma mère se tenaient devant la vitrine de ma boutique, regardant fixement à l'intérieur, comme s'ils attendaient qu'on les laisse entrer. Puis, Mike a sorti son téléphone, et a lancé une vidéo en direct sur Facebook. J'ai regardé en temps réel, depuis l'appartement au-dessus du magasin. Il m'a traité de parasite, a dit que j'exploitais la mort de ma fille, et que j'adorais jouer les victimes pour soutirer de l'argent à la famille. Selon lui, mes 6 mois en oncologie pédiatrique, mes nuits blanches sur une chaise en plastique, et la chambre vide de mon bébé, n'étaient qu'une partie de mon plan machiavélique, pour les culpabiliser et les forcer à m'aider. Il a dit que j'essayais de détruire la famille, et que j'avais besoin d'une aide psychiatrique. Ma mère se tenait derrière lui, les bras croisés, le visage de marbre, pas un mot, pas un seul « et, tu ne devrais peut-être pas faire ça ». Il n'avait aucune idée que je regardais. Je ne suis pas descendu en courant. Je n'ai pas tambouriné contre la vitre en hurlant. J'ai appelé le 911, et j'ai envoyé le lien à mon avocat. La diffusion a disparu 1 heure plus tard, mais quelqu'un avait déjà enregistré l'écran, et avait publié la vidéo dans un groupe communautaire local appelé Drames familiaux à Riverside. Le titre, guerre commerciale en temps réel. Le lendemain, des gens ont commencé à entrer dans le magasin. Des inconnus, des clients réguliers, des voisins curieux. Est-ce que ça va, demandaient certains. D'autres achetaient juste une petite bricole, et disaient, tenez bon. J'ai travaillé, souri, emballé les achats, tout cela pendant que ma vie personnelle brûlait en arrière-plan, comme un bâtiment dans lequel j'avais déjà décidé de ne plus jamais remettre les pieds. 2 jours plus tard, Mike et Olivia m'ont fait signifier une épaisse enveloppe. Ils me poursuivaient en justice. Fraude, diffamation, dommages et intérêts, le grand jeu théâtral complet. Leur avocat a fait savoir qu'ils étaient ouverts à un règlement à l'amiable, si j'acceptais de tout garder privé, et d'éviter un procès public. Je n'ai pas répondu. Mon avocat l'a fait. Il ne comprenait toujours pas. Ce n'était pas une vengeance. C'était de la survie. Et ce n'était pas moi qui avais allumé l'allumette. La date d'audience était fixée à jeudi, à 9 heures. J'ai à peine dormi la nuit précédente. Pas vraiment à cause du stress, mais plutôt à cause du désir électrique de poser enfin tous les faits sur la table, de couper les dernières cordes, et de m'en aller. Je suis arrivé en avance. L'oncle Ron se tenait déjà devant le palais de justice du comté de Franklin, sirotant un café dans un gobelet en carton, comme si nous étions là pour contester une contravention de stationnement. Concentre-toi, c'est tout ce qu'il a dit, en me tendant une copie de ce que notre avocat avait déposé la veille au soir. La version finale de la plainte, avec toutes les pièces jointes. Cet épais classeur de preuves. Mike a traîné des pieds dans la salle d'audience plus tard, la cravate froissée, les yeux injectés de sang, se déplaçant comme si la gravité avait triplé pendant la nuit. Olivia le suivait, marmonnant toute seule, scotchée à son téléphone, comme si elle pouvait scroller pour fuir la réalité. Ils se sont assis 2 rangées devant nous, sans jamais se retourner. Ma mère n'est pas venue. Plus tard, j'ai vu des photos que quelqu'un avait postées en ligne. Ce même matin, elle était à la terrasse d'un café, en train de glousser avec ses amis autour d'un cappuccino. Trop malade et anxieuse pour le tribunal, apparemment. La juge, une femme d'une 50aine d'années avec une mèche grise dans les cheveux, dirigeait les audiences comme un métronome, stable, précise, sans aucun drame superflu. Notre avocat a tout exposé, pièce par pièce. La vidéo de sécurité de Tyler vandalisant ma voiture, l'enregistrement du direct sur Facebook, les fausses factures avec ma signature falsifiée qu'Olivia avait utilisées auprès des fournisseurs. Ensuite, ce fut le tour des témoins, 3 anciens employés, 2 fournisseurs, et Anna, avec ses captures d'écran de Mike en train de planifier le 2e bris de vitrine.
À chaque nouveau document, Mike s'enfonçait un peu plus dans son siège. Les mains d'Olivia tremblaient pendant qu'elle feuilletait ses propres copies, puis elle a abandonné, et a simplement fixé la table. Notre avocat n'a pas seulement demandé un remboursement. Il a réclamé des dommages et intérêts pour préjudice moral, la perte de profit, les frais de justice, la totale. Leur avocat a essayé de faire passer ça pour un désaccord familial qui avait dégénéré. Il a dit que cela devrait être résolu discrètement, sans ruiner financièrement la vie des gens. La juge n'a pas marché. Elle a feuilleté la retranscription de la vidéo en direct, s'est arrêtée sur certaines phrases, et a examiné les captures d'écran. Puis, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais: si c'est ainsi que votre famille résout ses problèmes personnels, je suis ravi que cela soit devenu de notoriété publique. Nous avons gagné sur tous les chefs d'accusation. Le tribunal a ordonné à Mike et Olivia de me verser une somme qui a fait halter Olivia à voix haute. Tyler a été condamné à des travaux d'intérêt général, à des séances obligatoires avec le conseiller d'orientation de l'école, et à des lettres d'excuses écrites, dont une m'étant adressée. Les excuses sont arrivées dans ma boîte mail une semaine plus tard. La grammaire était trop parfaite. Je suis presque sûr que c'est ma mère qui l'a écrite. Je n'ai pas répondu. Mais ce qui s'est passé après le procès était peut-être encore plus laid que le procès lui-même. Quand je suis rentré chez moi ce jour-là, le parterre de fleurs près de l'entrée de mon immeuble était détruit. Ma boîte aux lettres était écrabouillée. Quelqu'un avait déversé des déchets alimentaires sur mon paillasson. J'ai soupiré, j'ai tout balayé, j'ai installé une autre caméra de sécurité près de l'entrée avec un détecteur de mouvement, et j'ai déposé un autre rapport. Cette fois, la police n'a pas haussé les épaules. Nous avons un schéma récurrent maintenant, a dit l'officier. Nous allons l'ajouter au dossier. Quelques jours plus tard, j'ai eu des nouvelles d'un cousin qui était resté neutre pendant tout ce temps. Il était au barbecue d'une famille éloignée, quand mon nom a été évoqué. Maman a dit à tout le monde que j'étais devenue une femme froide et amère, exploitant ma tragédie pour attirer l'attention. Mike s'est vanté qu'il n'en avait pas encore fini. Je n'ai pas répondu au message. J'ai juste fait une capture d'écran, et je l'ai sauvegardé. Et puis, il y a eu un déclic dans ma tête, et pour la première fois depuis des années, je me suis senti calme. Ils étaient en train de s'effondrer. Plus je devenais forte, plus vite ils s'écroulaient. Pendant ce temps, ma boutique marchait mieux que jamais. J'ai lancé une gamme de produits créés par des artisans locaux, des bijoux faits main, de la céramique, des soins pour la peau naturelle, et j'ai négocié avec un fournisseur bio-régional. Les ventes ont doublé en un mois. J'ai embauché 2 employés supplémentaires, et j'ai loué un petit box de stockage, pour le surplus de marchandises. J'étais épuisé, mais c'était la bonne sorte de fatigue, celle que l'on a le sentiment d'avoir méritée. Je me suis aussi assuré que les bonnes personnes soient au courant. Pas tout le monde, juste ceux qui m'avaient appelé aux anniversaires, sans qu'on le leur demande. Ceux qui s'étaient présentés à l'enterrement de ma fille, sans que j'aie besoin de les supplier. Ceux qui s'étaient simplement assis à côté de moi, dans la salle d'attente de l'hôpital, et qui n'avaient pas sorti des bêtises du genre tout arrive pour une raison, ou Dieu ne reprend que les meilleurs. Je leur ai parlé, l'air de rien, de l'expansion, d'un article sur mon magasin dans un magazine économique local, du fait d'avoir été présélectionné pour le prix de l'entrepreneur de l'année, par la chambre de commerce. Je savais que la nouvelle allait circuler, et je savais que cela rongerait les personnes qui avaient passé des années à me dire que je ne survivrais jamais sans leur approbation, sans leur soutien, sans le sacro-saint nom d'Émilaire. Maintenant, c'était eux qui étaient en dehors du cercle. Et la partie la plus effrayante pour eux, j'allais très bien. Les mois ont passé. Les caméras ont fait leur travail. Les serrures ont tenu. Ce fil tendu d'anxiété constante a fini par céder. Et pour la première fois depuis longtemps, ma tête était en paix. Je n'ai pas eu de nouvelles de Mike après le tribunal. Olivia m'a effacé de tous ses réseaux sociaux. Tyler a disparu d'Internet. Soit il a passé ses comptes en privé, soit il a tout supprimé. J'ai entendu parler d'eux de la même manière que tout le monde, par l'intermédiaire d'autres personnes. Mike a essayé d'ouvrir un autre magasin. Personne ne voulait co-signer pour quoi que ce soit. Sa réputation n'a pas été détruite avec fracas, mais elle a été profondément entachée. Les fournisseurs exigeaient d'être payés d'avance. Les propriétaires demandaient le triple de la caution. Ils étaient coincés. Les dégâts qu'ils avaient essayé de me balancer dessus, leur étaient revenus en pleine figure,
sur leur nom, sur leurs finances, sur leur image si parfaite. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je ne m'étais pas roulé dans la boue avec eux. Chaque mesure que j'avais prise était dans le cadre de la loi. Chaque formulaire, chaque annulation, chaque signalement. Ils ont jeté des ordures. Moi, j'ai tout remis à la juge. Je pensais que c'était mon acte final. J'avais tort. Il restait encore une scène. C'était un dimanche. La boutique était fermée. Nous venions de terminer d'accueillir un petit salon de l'entrepreneuriat féminin. Beaucoup de rires, de la bonne nourriture, de nouveaux contacts. Mon équipe et moi étions en train de nettoyer, balayant les confettis et les miettes sur le sol. L'une des filles s'est arrêtée près de la fenêtre. Mademoiselle Miller, a-t-elle dit. Il y avait cette femme dehors, il y a quelques minutes. Elle est restée là à regarder à l'intérieur, pendant un long moment. J'ai vérifié la caméra. Je me suis dit que vous voudriez voir ça. Nous avons rembobiné les images ensemble, dans l'arrière-boutique. C'était ma mère. Elle est restée sur le trottoir pendant au moins 5 minutes, peut-être plus. Elle n'a pas frappé, n'a pas essayé d'ouvrir la porte, elle a juste fixé l'intérieur à travers la vitre, avec le regard de quelqu'un qui s'attendait à trouver une ruine calcinée, et qui, à la place, découvrait un jardin en pleine floraison. Elle avait probablement imaginé des fenêtres barricadées, des panneaux aux fermetures définitives, ou moi à l'intérieur, brisé, acculé, suppliant l'univers de me pardonner. Au lieu de cela, la caméra montrait des gens en train de rire, alors qu'ils finissaient de nettoyer après un grand événement, des étagères remplies de nouvelles collections, et mes employés plaisantant entre eux tout en empilant des boîtes, le rythme fluide de quelque chose qui fonctionne. Une entreprise florissante, qui ne portait aucune de leurs empreintes. Elle s'est détournée, et a fini par s'éloigner. Je n'ai pas couru après elle, je n'ai pas attrapé mon téléphone, avec une envie soudaine d'appeler. Je suis retourné essuyer les étagères en verre, et revérifier les chiffres de la journée. À ce stade, son apparition avait à peu près autant d'importance, que l'ombre d'un passant au crépuscule. Voici la partie étrange. Je ne les déteste pas. Cette famille qui partage mon nom de famille. Les déjeuners du dimanche, où chaque cuillerée de soupe était assaisonnée de jugement, ne me manquent pas. Ni les fêtes où j'apportais un cadeau soigneusement emballé, pour repartir avec des restes de mépris. Je vis tranquillement maintenant, je travaille dur, et je dors la nuit. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de place pour moi à cette table. Très bien. J'ai construit la mienne, et c'est moi qui décide qui a le droit de s'y asseoir. Alors, dites-moi, ai-je été trop dur, ou ai-je enfin tracé la limite là où elle aurait dû être, depuis le début? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche. Alors, qu'en pensez-vous? Est-elle allée trop loin, ou pas assez?